Voilà, super. Alors bonjour à tous, je me réjouis de pouvoir vous proposer, ce petit temps. Alors ce petit temps quand même, qui va durer normalement à peu près 1 heure en fonction de vos questions. Moi je peux déborder un petit peu, s'il y en a qui ont besoin, d'éclaircir des choses importantes à la fin de session, je peux rester un petit peu et puis ceux qui ont besoin de partir, voilà, sentez-vous libres, il y a aucun souci. Je mettrai donc le replay à disposition. Je vous enverrai à tous un mail pour avoir le lien. Mais en tout cas, vraiment déjà, je vous accueille, avec plein d'amour. Je suis ravie de vous accueillir dans ce live. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'en fais en général un par année. J'adore, pouvoir, le faire, mais c'est plus une question d'agenda, de planning, de timing. Donc je me réjouis d'avoir eu l'occasion de le préparer et puis je suis ravie de voir certains que je découvre, certains que je connais. Donc c'est vraiment super chouette de pouvoir vous retrouver. Alors l'objectif, ça va être de pouvoir vous parler transgénérationnel pendant 1 heure et même d'expérimenter un petit peu. C'est quelque chose que j'adore, que je fais souvent en salon, en atelier. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez ma passion pour le transgénérationnel. Je pense que c'est pas un secret. Et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir, se rendre compte qu'on a énormément d'informations, en fait, déjà à l'intérieur de soi. Donc avant d'aller sur ce terrain-là, je vais juste aussi me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais le but, c'est de vous permettre de vous donner quelques points de repère, de savoir un petit peu à quoi ça sert, comment on peut se repérer soi-même, comment on peut aussi, retrouver des informations soi-même et puis ensuite, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Il y a, ce qu'on a su quelque part qu'on peut retrouver et en même temps ce qui n'a jamais été dit et ça, c'est toute la nuance entre psychogénéalogie transgénérationnelle, pardon. Donc je vais vous parler un petit peu de ces 2 subtilités. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui, ce sujet-là est une découverte aujourd'hui? Je vous laisse, ouais, super. Pour ceux que je vois à l'écran, génial, me lever la main. Alors je vois pas tout le monde, donc ceux qui veulent plutôt écrire «moi» dans le chat, voilà, comme ça me donne une tendance pour voir un petit peu, qui découvre aujourd'hui le sujet. Super, parfait. Alors, je vais essayer d'être simple, mais en même temps que ça serve à peu près à tous les niveaux. À garder en tête, c'est que vous pouvez toujours réserver un petit créneau de 15 minutes offert. Vous avez ça dans mon site web. Dans prendre rendez-vous, vous avez toujours la possibilité, super. Vous avez toujours la possibilité de prendre un rendez-vous de 15 minutes. Donc si vous avez des questions précises, des questions en tout cas qui n'ont pas forcément été soulevées aujourd'hui ou qui suscitent votre intérêt à la fin de la visio, bah, voilà, sentez-vous libre. Ça peut être l'occasion en tout cas, d'entamer un petit échange et cetera. Et également de la même manière, je me tiens à disposition, dans l'académie. Pour ceux qui ont pas forcément vu encore les infos, l'académie, je l'ai mise en place l'année dernière et on l'a un petit peu redynamisée avec ma collègue Adé qui fait partie, du coup des membres de ce live aujourd'hui. Et l'académie, elle a pour objectif en fait de vous accueillir dans un espace, donc c'est un site internet, qui est clos comme un groupe, qui vous permet d'avoir des petits exercices, en permanence, du support, de l'échange. Nous, on se met à disposition aussi, on vous propose des lives régulièrement et puis vous avez l'accès à des ateliers en ligne, à des replays et cetera. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur mon site web directement. Alors du coup, je me permets pour ceux de qui j'entends parfois des bruits et des micros qui ne sont pas coupés, de couper vos micros et puis si jamais vous avez besoin de les réajouter, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, écrire dans le chat et je reste un petit peu, comme ça en visuel. Donc qui je suis? Qui je suis? Pour faire simple et rapide, je suis Estelle. Donc je suis thérapeute depuis quelques années maintenant. Je me suis reconvertie, par, une envie vraiment, fulgurante à un moment donné de mettre du sens dans ce que je faisais. Donc j'étais dans les ressources humaines pendant plusieurs années. J'étais responsable ressources humaines. Je travaillais, en support à l'international, donc c'était super, j'adorais. Je donnais beaucoup de support à mes équipes, je les formais, je les accompagnais, j'optimisais leurs tâches et cetera. Mais au bout d'un moment, j'avais envie de donner un sens, encore un peu plus humain, que le sens, des ressources humaines qu'on peut retrouver dans des structures d'entreprise, où on a quand même des objectifs financiers en première ligne. Et puis, bah, aussi pour simplifier et la faire courte, parce que c'est des sujets, que j'évoque assez souvent dans mes replays et cetera, vous allez retrouver mes infos. Mais pour la faire courte, bah, j'ai aussi une histoire de vie
Une histoire de vie qui m'a formée, on va dire, naturellement. C'est-à-dire que, voilà, j'ai une maman alcoolique, un papa absent qui était drogué, donc ça a duré, pour moi, très longtemps. Il y avait de la violence, de la maltraitance. C'était une enfance très lourde et j'avais plutôt une tendance à me dire: «Ça n'existe pas, je mets ça sous un tapis, je ne regarde pas et puis, j'avance». Donc j'ai envie de dire que c'était un peu qui tout double, hein, de toute façon. Soit je reproduisais le schéma, soit je faisais l'opposé. Quand j'étais ado, je me suis dit: «Non, mais moi, je vais faire l'opposé», mais du coup, avec les moyens du bord, donc sans aller m'introspecter, hein, forcément. Puis, l'âge aussi faisant qu'à un moment donné, on n'est pas outillé pour ça. Donc bref, je me suis finalement développée, évoluée en allant vraiment à l'encontre de mon cadre familial. Donc je me suis construite vraiment en prenant les opposés et j'ai réussi, donc ça a été vraiment, vraiment chouette. Mais quand j'ai eu des enfants, je me suis dit: «Ah, il y a des émotions là quelque part, quelque part un peu partout en fait que je ne comprends plus, que je ne maîtrise plus» et en fait vraiment mon premier élément déclencheur, ça a été mon premier enfant parce qu'il était angoissé, il pleurait beaucoup, énormément d'émotions et ça a réveillé beaucoup de choses chez moi. Et puis dans la foulée de la naissance de mon fils, ma mère est décédée de toutes ces années d'alcoolisme durant lesquelles j'ai essayé de la sauver et sauver. Donc je me suis pris, une bonne claque d'un coup en devenant maman, en regardant vraiment un peu mon histoire et là j'ai vraiment commencé à travailler sur moi et en fait, bah, une fois qu'on commence, hein, je pense que vous êtes tous, d'accord avec moi, une fois qu'on commence, en général, on s'arrête pas. Alors j'entends parfois quelques personnes qui me disent: «Ouais, mais en fait, ça s'arrête jamais». Bah non, en fait non, ça ne s'arrête jamais, mais c'est pas forcément négatif, au contraire, c'est pas toujours agréable, on va être d'accord, hein, on va pas se dire que c'est toujours sympa, mais clairement, quand on regarde derrière soi et c'est encore un des lives qu'on a mené avec AD cette semaine dans l'académie, pensez toujours à regarder derrière vous. Voilà, derrière vous et tout ce que vous avez parcouru, pardon, toutes les marches que vous avez grimpées, parce que non, c'est jamais agréable et non, ça s'arrête jamais, mais par contre, quel parcours on est capable d'entreprendre et ça, c'est incroyable. Donc ça, c'est juste pour la petite intro. Je me suis spécialisée avec le transgénérationnel, alors naturellement, quand j'étais, enceinte de mon fils, mon premier, j'ai, développé des allergies aux fruits. Et là, je me suis dit, quand même, ça m'interpelle parce que, bah, je sais que j'ai un problème de relationnel avec ma mère, alcool et cetera et cetera et puis bizarrement, je deviens allergique quand je suis enceinte. Enfin, j'avais cette conscience de me dire: «Non mais quand même, c'est quand même fou que moi, je développe des allergies au moment où je suis moi-même bientôt maman». Donc ça a commencé déjà à me titiller à ce moment-là et effectivement, j'ai réussi à libérer mes allergies parce qu'il y avait un terrain transgénérationnel. Il y avait vraiment un symbole de mon inconscient. Donc le transgénérationnel, c'est quoi? C'est tout simplement la mémoire que l'on porte de génération en génération qui s'enquiste, qui s'engramme dans nos cellules, sur notre génétique. C'est pour ça qu'on parle d'épigénétique, qui vient vraiment s'apposer comme une petite bulle sur notre génétique et qui modifie le comportement de notre ADN. Ça, c'est pour vous faire un petit résumé de contexte. Si je vous donne un cas concret, on va parler de mes allergies, comme ça c'est quelque chose de plus concret. Moi, je suis devenue allergique aux fruits au moment où donc je suis enceinte de mon enfant. Alors si on prend aussi une chose importante dans tout ça, c'est que dans notre vie, on est érigé, dirigé, on est invité en tout cas à faire plein de choses et tout ça, c'est notre inconscient. Notre inconscient, c'est 90 de notre vie. Donc concrètement, on ne contrôle pas grand-chose, c'est-à-dire que 90 des situations qui nous sont amenées par la vie, des choix que l'on fait, ça répond à quelque chose qui est en lien avec l'inconscient. Tout ça pour dire quoi? Que l'inconscient, il travaille aussi beaucoup avec les symboles. Et donc, quand il y a une histoire, qui ne s'est pas réglée à un moment donné, ce que je dis souvent dans les autres lives que je donne, c'est, comme si on imagine à un moment donné boire un cocktail et qu'il y a quelque chose qui est coincé dans la paille, on ne peut plus boire, donc le liquide ne circule plus. Ben, dans nos générations, c'est pareil, c'est-à-dire que quand il y a des événements traumatiques ou des chocs qui existent, ils s'engramment, ils s'enquistent et ça bouche la paille. Donc en fait, sur les générations d'après, il y a un truc là qui existe et qui, va s'impacter à chaque fois de la même manière. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que, au niveau, moi, de ma grossesse, il y a un symbole. C'est-à-dire que je vais donner mon fruit, le fruit de mon arbre, puisqu'on parle d'un arbre généalogique, hein, dans tout ça et c'est intéressant que je devienne allergique aux fruits.
Je suis devenue allergique à tous les fruits, à part les fruits exotiques. Donc là, je me suis dit: «Quand même, c'est foufou, hein». Et puis bref, en travaillant, effectivement, l'origine transgénérationnelle, c'était quoi? Et je vais vous donner un petit peu après comment vous pouvez vous y retrouver. C'était mon arrière-grand-mère, en faisant des recherches, qui, du coup, avait eu la grossesse de ma grand-mère maternelle, forcée, une histoire de viol. Donc il y avait un code pour dire qu'en fait, la grossesse, c'est un danger. Et porter un fruit, c'est un danger. Et ça, c'est une mémoire qui s'est réenclenchée chez moi en étant enceinte de mon fils. Parce qu'à ce moment-là, c'est hyper important de conscientiser ça. Quand on est maman, quand on conçoit un enfant, on se rattache à toute la lignée des femmes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, pendant une maternité. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi post-maternité. C'est pour ça qu'on a des syndromes postpartum qui peuvent parfois être compliqués et cetera. C'est parce qu'en fait, on est en train de se récupérer là toute la mémoire de la lignée féminine, de la lignée maternelle, d'un coup et parfois c'est un peu violent quand on a mis sous le tapis pendant pas mal d'années. Parfois, c'est quand même, pas évident en fait d'aller explorer ça. Donc finalement, en libérant la mémoire de mon arrière-grand-mère, bah, aujourd'hui, je remange 80 de fruits. Mais pour vous dire, c'en était à un tel point que je ne pouvais même plus, couper une pomme pour faire la compote de mon fils. Je devais mettre des gants et un masque parce qu'en fait, juste d'être au contact, sans l'avaler, je me faisais des crises d'asthme, je me souviens une fois, j'ai dû partir à la douche, prendre enfin, de la Ventoline bien sûr, mais en plus vraiment, j'étais en train de faire des grosses crises d'asthme, donc c'était pas juste une allergie de passage. Donc ça n'existe plus. J'arrive même à remanger une pomme entière maintenant. Donc de là, voilà, j'ai investigué et je me suis vraiment, vraiment spécifiée avec la maladie. Donc ça, c'est le côté décodage biologique. À la naissance de mon deuxième fils, deuxième petit cadeau de la vie, mon fils qui, lui, est né avec une maladie génétique. Et à cette époque-là, on m'a dit: «Bah, pas de chance, c'est l'épigénétique, c'est comme ça, c'est l'environnement. Peut-être même qu'il aura des cancers, au niveau, des reins, du foie avant l'âge de 7 ans, peut-être pas». Il est sous contrôle tous les 3 mois. Et là, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible. Moi, je comprends pas le peut-être, peut-être pas, le c'est aléatoire, c'est pas de chance». Et en fait, de là, je me suis formée au décodage biologique. Et du coup, bah, voilà, je termine la parenthèse pour pas que ce soit trop long. Entre-temps, j'ai travaillé aussi, bien sûr, avec tout ça sur mon fils et mon fils a résorbé, du coup, sa maladie génétique et pour l'instant, on touche du bois, mais ça n'a plus évolué, ça s'est résorbé et son pronostic n'est plus du tout le même. Donc tout ça, pour ceux qui sont un petit peu plus intéressés, vous pouvez retrouver bien sûr des informations dans mon site, et cetera, ou dans d'autres lives que je donne en replay qui sont dispo dans l'académie. Pour revenir au cœur du sujet, qu'est-ce que c'est le transgénérationnel et la psychogénéalogie? Il y a 2 subtilités. La psychogénéalogie, ça va plutôt être en lien avec, des choses qu'on peut retrouver, des informations qui sont actées, datées, pour lesquelles on va réussir finalement à retrouver des résonances. Ça peut être, typiquement le cas d'une recherche familiale qu'on peut faire. On peut retrouver des dates et en fait, on se rend compte bizarrement que, chaque mois d'août, il y a quelqu'un qui meurt et ça, on retrouve les dates. Je vais vous donner après, des petites astuces, hein, pour, voir comment s'y retrouver soi-même quand on n'a pas l'habitude. Ça, c'est le côté psychogénéalogie, c'est-à-dire comment on fait un arbre. Comment on fait un arbre, comment on va pouvoir associer les informations qui se rattachent les unes avec les autres et cetera et quels sont les éléments qui peuvent, s'impacter. Si on retrouve, une date d'accident d'un arrière-grand-père au mois de juin, et qu'on voit que finalement, bah, moi, au mois de juin, il m'arrive toujours quelque chose, bah, tiens, on va faire le lien, en fait, hein. On va faire le lien en se disant: «Bah, on a cette date de l'arrière-grand-père, donc ça a l'air cohérent, ça résonne». Là, je vous fais le cas simple. En réalité, je donne des enseignements aussi, hein, transg et psychog. On va dans beaucoup plus de détails parce qu'il y a bien sûr des subtilités et l'inconscient, je pense qu'on n'a même pas encore tout découvert. Enfin, je pense pas, je suis convaincue même on est encore loin d'avoir tout compris de ce fonctionnement. Mais on a déjà pas mal d'infos quand on arrive à identifier les choses qui se répètent, les dates et cetera et ce qu'on fait, c'est-à-dire, le terme qui est utilisé, par rapport à l'existence de la psychogénéalogie, le terme de base, c'est, le génosociogramme. C'est de faire un arbre généalogique avec certains codes. On va mettre la femme avec, un rond, on va mettre l'homme avec un triangle ou un carré, on va unir un couple par un trait, assez aligné, puis un double trait quand c'est un mariage. Voilà, c'est des codes un peu types pour s'y retrouver et arriver à lire, les choses qui se répètent et les événements.
Et après, on a le côté transgénérationnel. Moi, j'utilise les 2 parce que, les 2 s'associent. Le transgénérationnel, c'est de se dire qu'en fait, il y a des choses dont on n'a jamais parlé et on a beau chercher l'information, un secret est un secret, quelque chose de complètement caché, ça reste caché et ça s'engramme de la même manière. Donc globalement, là, on joue encore un peu plus avec l'inconscient. Moins avec les faits dont on a parlé, mais encore plus avec l'inconscient et les ressentis et qu'est-ce qui peut se passer chez moi comme répétition et d'où ça vient. Ce que je dis souvent quand on me dit: «Oui, mais moi j'ai pas d'infos, puis chez moi on parle pas», je réponds toujours ça, c'est qu'en fait, de toute façon, même si la grand-mère était là, un secret est un secret, elle le raconterait pas. Parce qu'elle est pas capable en fait, tout simplement parce que si ça a pas été possible, c'est que pour elle, il y a des bonnes raisons de pas le dire. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça va impacter ensuite? Donc tout ça, c'est des exercices, voilà, qui se font, on retrouve toujours. On retrouve toujours et c'est vraiment hyper important le transgénérationnel ou la psychogénéalogie parce que, à notre naissance, on sort déjà d'un cycle de 9 mois. Une conception, une gestation pour arriver à une naissance. Alors 9 mois à peu près, en fonction de si on est préma ou pas, mais peu importe. La thématique est la même. Quand on est conçu, il y a une fusion entre l'ovule et le spermatozoïde. J'ai posté sur les réseaux sociaux la semaine dernière une petite vidéo de Michel Simès. Je sais pas si vous connaissez Michel Simès? Ouais? Alors Michel Simès, c'est, alors des fois on oublie les noms, mais je pense que tout le monde l'a déjà vu quelque part. Il est, très acteur, c'est un médecin, il est très acteur, sur les émissions télé. Il fait une belle émission avec Adriana Carambeu sur, le système du corps et cetera. Il a posté une vidéo toute récente, que j'ai repartagée, où il explique qu'enfin, la science appose effectivement la transmission génétique des traumas, même dans l'environnement spermatozoïde. Donc, la science, là, confirme, par une étude toute fraîche aux Pays-Bas, mais il n'y a pas que ça qui le confirme, je vais revenir quand même là-dessus, qu'effectivement, génétiquement parlant, il y a des marqueurs qui s'intègrent dans la transmission génétique en fonction des traumas qui sont vécus. Donc si vous voulez retrouver la petite vidéo, vous pouvez aller sur mon compte Insta ou Facebook, vous allez la retrouver, c'est dans les vidéos récentes. C'est chouette parce qu'enfin on en parle et quand je vous dis: «C'est pas nouveau», c'est qu'en fait, dans mon site web, vous retrouvez, sur la page, des explications de la psychogénéalogie, un article, qui est assez ancien et effectivement, ce côté marqueur génétique, il existe déjà depuis un moment puisqu'il y a un article dispo où, on fait le lien avec la famine qui a été vécue en 1945 aux Pays-Bas, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas tout récent non plus. En 1945 aux Pays-Bas et les petits-enfants de ces personnes-là qui ont vécu la famine, les petits-enfants qui, eux, présentent dans leur comportement génétique les symptômes de la malnutrition, alors qu'eux n'ont pas vécu la famine. Donc ce qui est important, c'est ce que la famille peut vivre, qui se transmet, qui s'encode et en fait le corps, il garde un message. Si je donne l'exemple de la transmission, au niveau de la famine, c'est assez simple. Si on le visualise vraiment de manière simple, c'est, bah, on a eu faim, du coup le corps, il enregistre ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut plus avoir faim parce qu'en fait, on ne veut pas souffrir. Ça, c'est clair, hein, personne n'a envie de souffrir, ni le corps, ni le côté karmique, ni l'âme ne veut souffrir et donc qu'est-ce qu'on fait de là? On envoie un message à l'intérieur en disant: «OK, mot d'ordre, on ne va plus jamais manquer» et donc sur la génération d'après, on va adapter l'endroit du corps qui va résonner avec cette histoire de stockage, de manque et cetera, pour pouvoir accroître la capacité pour ne plus manquer. Donc on peut très bien, par exemple, retrouver une tumeur au foie sur la génération d'après. On peut très bien retrouver aussi du diabète pour surstocker le sucre et cetera et cetera. Donc ça, c'est en fonction aussi du terrain, de tout ce qui s'est joué dans les générations d'après. Est-ce que ça va pour ceux qui découvrent le sujet et ceux qui, ont le plaisir de m'écouter encore en parler? Est-ce que ça va? OK, super. S'il y a une question, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à intervenir, ça peut toujours valoir le coup. Donc psychologie étranger, moi j'associe le décodage parce que je trouve que c'est hyper important. Je vous parle de la mémoire du manque et ben, le manque, c'est le foie, donc c'était pour ça, pour vous donner, le petit code intéressant. Si vous êtes intéressé par tout ça, gardez aussi en tête, dans l'académie, je donne un live de décodage une fois par mois. Celui-là, je ne le diffuse pas, sur tous les réseaux ni rien parce que, bah, c'est quelque chose qui tourne tous les mois et puis les membres de l'académie, c'est en accès libre.
ont à chaque fois le rappel et puis vous pouvez poser vos questions. Il y a toujours une discussion qui est ouverte dans un chat et puis ensuite, quand vous êtes dispo, on répond, pendant ce live-là et vous avez l'accès au replay. Donc le prochain d'ailleurs, c'est lundi. Hem, Comment on peut s'y retrouver dans un arbre ou dans une histoire familiale? Eh bien, c'est pas si compliqué parce qu'on a toutes les infos et pour ça, j'ai vraiment envie d'insister parce que je sais que c'est pas simple à l'intégrer, cette information. Dire que je sais déjà tout, bah non, en fait, je sais rien. Eh ben si, vraiment, j'insiste et l'image que j'ai envie de vous donner, c'est notre évolution humaine. On a évolué en fonction des siècles, des générations. Donc là, je vais vous parler au-delà du transgénérationnel et cetera. On a évolué à la base sur un état de bactérie, c'est-à-dire qu'on a été à un moment donné une microcellule, on s'est un petit peu multiplié, on est devenu une bactérie, et puis le poisson, et puis le singe. Enfin bref, je vous fais les étapes très, très simplifiées, mais vous connaissez tous l'histoire. Et bien de là, on a gardé des mémoires. On a gardé des mémoires de chaque évolution. De la même manière, quand je vous ai dit tout à l'heure, regardez tout ce que vous avez finalement acquéri pardon, comme compétences avec l'escalier que vous montez en permanence. Eh bien, imaginez notre corps, tout ce qu'il est capable d'emmagasiner comme information depuis le début de son évolution. Ce que je veux dire par là, c'est que on a appris au moment où on est une cellule, au tout départ, avant qu'on devienne humain, on a appris à survivre et à se multiplier. Déjà ça, c'est quelque chose qu'on a encore aujourd'hui à l'intérieur de nous. On sait survivre et on sait se démultiplier. Et puis on continue comme ça à l'échelle de l'évolution. Au bout d'un moment, on a appris à se protéger. Au bout d'un moment, on a appris à intégrer un monde social, etc., etc. Tout ça, c'est des grands codes qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Puis tout simplement, rappelez-vous, votre cerveau, votre corps, il fonctionne sans que vous y mettiez de l'intention en fait, hein. Donc il se passe tellement, tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est pas nous la nuit qui allons nous réveiller pour dire: «Respire, respire». Pas du tout. Ça se fait tout seul en fait, hein. Donc le corps, il a énormément d'informations et il est capable d'envoyer énormément, énormément d'informations en permanence. Donc on sait tout. Tout ce qui est important, on le porte quelque part. Le tout, bien entendu, on est d'accord, c'est que c'est pas simple de trouver l'information. Et soi-même, ça aussi, j'ai tout de suite envie de poser, ne pas sentir de culpabilité ou autre. Soi-même, c'est super dur. Moi-même, pour moi, avec tous mes outils, j'ai du mal, hein. Quand il y a quelque chose qui va pas, bah, je sais pas, en fait, hein. Donc ça aussi, on va vraiment le relativiser tout de suite. On a besoin d'un œil extérieur, on a besoin d'outils extérieurs parce que même si, une fois qu'on a pris l'habitude, on a des réflexes, bah, à un moment donné, on est rempli d'émotions et on est fait justement, pour aller se confronter à nos émotions, mais aller voir d'où elles viennent, c'est pas toujours évident. Alors, comment on peut faire au niveau familial pour s'y retrouver? Déjà, je vais vous donner pas mal de petites infos maintenant un peu plus techniques. Déjà, au niveau familial, on estime que les bagages transgénérationnels se répercutent, se transmettent, il y a plusieurs termes qui peuvent exister, on va dire se transmettre pour faire simple, de 4 à 8 générations. Donc en fait, on dit qu'il y a un relais toutes les 4 générations. Il y a des termes qui existent si vous faites un peu de lecture ou des petites recherches de votre côté en fonction de votre savoir, c'est le terme de la patate chaude et cetera. C'est de se dire à un moment donné, on va avoir la patate chaude et hop, on la relaye à la génération d'après. Il y a une autre image que j'aime mieux, je trouve qu'elle est, c'est personnel, hein, je vous partage, ce qui me parle à moi, mais vous prenez ce qui vous parle à vous. Hem, c'est l'image d'une pomme, qui va être un petit peu pourrie. Et en fait, quand on la met au contact d'une deuxième pomme qui était saine, et ben, forcément, si vous imaginez le truc, elle va à moitié pourrir, cette deuxième pomme, parce que, la pourriture, elle s'augmente. Et puis vous mettez une troisième pomme, et ben, elle va absorber toute la pourriture, elle est complètement pourrie. Alors qu'au départ, on avait juste un petit truc pourri sur la première pomme. Et je trouve que cette image, elle parle bien parce qu'en fait, vraiment, on se transmet comme ça inconsciemment, tout ce qui n'a pas été réglé de génération en génération, plutôt dans le but, en fait, de le régler, d'être entendu et de pouvoir juste libérer, en fait, hein. Donc c'est pas volontaire, hein, bien sûr, l'arrière-grand-mère, elle a pas envie de nous relayer, bah, tous ces traumas, c'est pas un plaisir pour elle. Mais pour autant,
tant que les choses ne sont pas exprimées, en fait, elles restent cristallisées dans le corps et c'est ça qui pourrit, en fait. Donc, on n'est pas tous en train de pourrir, hein, OK? C'est juste, l'image vraiment pour vous dire, c'est ce petit truc qui est coincé dans la paille qui fait qu'à un moment donné, bah, le corps s'adapte avec ça sur les générations d'après. Quand on parle de maladie d'ailleurs, on parle plutôt d'un système d'adaptation en fait, hein. Ça, c'est le côté décodage. On va dire que la maladie, c'est pas le problème. La maladie, c'est la solution que le corps a trouvée pour pallier à un problème d'origine. Le corps, il estime que ça, c'est la solution pour mieux fonctionner du fait que là, il y a un truc qui est bouché. Je t'écoute Sylvie. C'est pour être sûr d'avoir bien compris. Du coup, tu dis que le relais se fait toutes les 4 générations? Exact. Quand tu dis le relais, c'est-à-dire on se récupère ce qui s'est joué, 4 générations avant nous et nous, Ça on est la 4e. Si ça se rejoue à notre niveau, ça fait 3 étages au-dessus du nôtre, c'est bien ça? alors je vais reprendre avec des calculs un peu plus précis, je pense que ça répondra encore mieux à ta question. On dit qu'en fait, il y a des socles, 4 générations, 4 générations. 4 générations, c'est 100 ans à peu près. Donc en fait, il y a des cycles comme ça de 100 ans. Donc si à la 8e génération, on a eu un énorme trauma, on l'a pas réglé jusqu'à la 4e génération, et ben, en fait, il se retransmet depuis la 4e génération. La 4e génération, pour nous, c'est nos arrière-grands-parents. Donc, si je fais simple, imaginons que mon arrière-grand-mère, elle a un trauma. Sa fille l'a pas réglé, sa fille l'a pas réglé, sa fille l'a pas réglé. On arrive à mon arrière-grand-mère, c'est toujours pas réglé, et ben je le récupère encore. Et OK. en général, ça s'accentue. OK, mais pour nous, c'est nos arrière-grands-parents, c'est cette clarification-là. OK. Ouais, je vais apporter une subtilité encore. Il y a encore une petite subtilité par rapport à ça. Ça, c'est juste pour vous dire qu'on cherche de 4 à 8 générations. Quand on est un premier enfant, alors tout ça, c'est des informations que je vous donne qui sont jamais sur du 100 sûr. C'est des outils qu'on a pour enquêter, pour aller chercher, et cetera. Ça tombe très souvent juste. Ça peut arriver que finalement, c'était pas exactement cette génération-là, mais que pour autant, avec d'autres outils, on voit que c'est quand même ça qui nous intéresse. Mais je vous donne quand même dans les grandes lignes comment on peut s'y retrouver. Ça va vous donner quand même en tout cas des pistes. Quand on est un premier enfant, quand on est un premier enfant et qu'on est sûr d'être un premier enfant, ça c'est une petite subtilité parce qu'on n'est pas toujours sûr s'il y a un avortement, une fausse couche, si on ne sait pas, et cetera. Donc déjà, ça laisse un peu le doute et là, on peut avoir une petite parenthèse à un moment donné, hein. Mais si on est sûr, moi par exemple, je suis une première, je suis sûre. Ma mère, elle avait que 18 ans, c'est sûr qu'elle a jamais été enceinte avant, elle en est persuadée, donc il y a pas de doute. On dit qu'à ce moment-là, on est rattaché déjà par défaut à la 4e génération. Donc moi, en plus, ça s'est avéré correct. Mon arrière-grand-mère, c'est elle qui se sent violée de ma grand-mère, donc de sa fille, que moi je n'ai pas connue parce que toute la lignée a été coupée. C'est elle qui se sent violée et du coup, c'est de elle que je récupère, moi, le système d'adaptation de mes allergies. Parce que mon corps à moi, qu'est-ce qu'il a engrammé? Que bah, bébé égale danger, il faut se défendre, il faut combattre et du coup, bah, je ne vais pas me battre contre mon bébé, je vais me battre contre le fruit parce que c'est un symbole. C'est ça qui s'est passé dans mon corps à moi. L'inconscient, il marche avec du symbole et du chiffre. Hem, ça c'est intéressant. Ensuite, moi j'aime bien toujours cumuler les informations, donc je vous donne déjà les bases avec lesquelles, avec lesquelles je navigue et puis après bien sûr quand on fait une séance individuelle, il y a encore d'autres choses, mais au moins, voilà, à nouveau vous avez un petit contexte. Quand on est un premier enfant, il y a la 4e génération et en fait, ça vaut le coup d'aller voir quand on le peut, quand on a un arbre généalogique qu'on peut retrouver. Aujourd'hui, c'est pas si difficile, je vais vous dire après. Quand on le peut, on va voir aussi la 7e génération. Et pourquoi? Donc je vais du coup à ce moment-là compléter mon explication, Sylvie, je pense que ça va t'apporter encore quelque chose. C'est que, bah, typiquement, si moi je récupère ça de mon arrière-grand-mère, vu qu'il y a un relais de 4 en 4, elle, il y a des chances qu'elle l'ait récupéré justement de ce socle-là, elle, donc de elle jusqu'à son arrière-grand-mère, en fait. Moi, son arrière-grand-mère à elle, c'est ma 8e génération. Mmh. Donc au final, on peut estimer, moi je suis rattachée à la 4e génération, elle-même, du coup, elle le tient
on va dire normalement de sa grand-mère ou de son grand-père. C'est-à-dire que moi, quand je suis une première, je regarde la quatrième génération et la septième génération. Donc les grands-parents de mes arrière-grands-parents. Ça fait du monde, hein, on est d'accord. C'est pas toujours simple à trouver, mais on y arrive toujours. Donc globalement, si les grands-parents de mon arrière-grand-mère n'ont pas réglé leur truc, ma grand-mère, elle fait mon arrière-grand-mère, elle fait un relais. Possiblement, ça suffit de le travailler qu'avec elle. Moi, ça a suffi. Le fait de limiter et de en plus, bah, elle incarnait peut-être une mémoire de viol déjà pour répéter l'histoire. Elle incarnait certainement le sujet, et du coup, bah, moi, de mon côté, en coupant ça avec l'arrière-grand-mère, ça suffit. J'ai pas eu besoin d'aller au-delà. Mais parfois, on a besoin d'aller au-delà. Ça dépend du sujet, ça dépend de ce qu'on cherche. Ça m'est arrivé en séance ce matin. C'était vraiment un super exemple. En séance ce matin, on travaille avec le sujet de l'imposteur, avec une personne que j'accompagne depuis un petit moment dans un de mes programmes et en fait, dans le syndrome de l'imposteur, on arrive et on trouve à la c'était la sixième génération pour elle? Ouais, c'était ça. C'était la sixième génération. Elle me dit en fait, «J'ai l'impression que je suis pas légitime, je peux pas prendre ma place et j'ose pas en fait parce que, comment elle me dit? C'était dans un contexte professionnel. Oui, parce que finalement, je peux rien dire alors que moi-même j'ai pas le résultat, je suis pas digne de ça parce qu'en fait de toute façon, je prêche une parole que j'ai pas en fait, que je peux pas prouver. Et en fait, on a trouvé dans son arbre, à la sixième génération, qu'il y a, un petit garçon qui est orphelin de sa mère 2 semaines après sa naissance et qu'en fait, c'est la grande sœur de la fratrie qui prend le rôle de la mère, sauf qu'elle a 12 ans. Donc ça fait un énorme trauma et en fait, par plusieurs moyens, on voit que ça, c'est le problème. Là, je vais pas tout vous détailler, sinon on y passe une heure, mais il y a une question de prénom, il y a une question de date de conception, de date de naissance, et cetera. Donc ça, si on ne l'identifie pas et pourtant on était bien au-delà de la quatrième génération, bah, il reste toujours là le problème. Donc on a bien une personne, d'ailleurs qui ne s'est jamais mariée, qui a dû prendre le rôle d'une maman à 12 ans et d'ailleurs, ce qui est «drôle» entre guillemets, c'est que ce petit garçon qui perd sa mère à la naissance, bah, lui ensuite, il perd son père, donc le père aussi de sa sœur, bien sûr, tous les 2 perdent leur père, mais lui, il a aussi 12 ans. Vous voyez la répétition? Donc c'est hyper traumatique et ça se répercute sur les générations d'après. Donc le but, c'est d'identifier, le transg, c'est ça, hein, ou psychog, c'est d'identifier et ensuite d'aller libérer, bien entendu. Parce que bon, savoir et chercher, c'est une chose, mais il faut transformer, il faut faire un acte. Donc pour ça, moi, j'aime bien proposer des actes symboliques ou après on fait de la PNL et cetera. Quand on est un deuxième enfant, là, on va déjà aller regarder la cinquième génération. Et à l'origine, tout à l'heure, premier enfant, on était sur la quatrième génération et septième. Deuxième enfant, on va regarder la cinquième génération et huitième génération. Et quand on est un troisième, en fait, on redécale tout d'un cran. Quand on est un troisième, on va voir la sixième génération. Et à l'origine, ça peut être même à la neuvième, mais c'est assez rare qu'on aille le chercher ça, parce que du coup, là, on est déjà assez haut quand on est à la sixième. Bah, justement, on est dans ce fameux relais d'avant, de 4 à 8, on est déjà assez haut, donc en général, ça suffit. Est-ce que ça répond à toutes les questions que tu as eues, Sylvie? Ouais, du coup, quand on est le second, tu dis: «On va regarder la huitième, La cinquième et la huitième. la cinquième et OK et enfin, moi, du coup, je j'ai pas acquis la certitude d'être la seconde ou tu vois? Je sais Ouais. pas comment. C'est là où c'est pas évident. Quand on n'est pas sûr de sûr, bah, ça, c'est un outil qui est pas forcément le meilleur. Mmh. Est-ce Mais que si quelqu'un d'autre a une question sur ce point? Non? Top. Alors je continue. Quand on commence à regarder un peu un arbre parce qu'on a envie, parce que peut-être ça nous interpelle, dans ces cas-là, on va regarder au moins de ce qu'on peut savoir les dates. Alors je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours si difficile de remonter, comme ça. Moi, les moyens que j'utilise quand on a des familles françaises, quand on est en France, c'est beaucoup plus simple que quand il y a de l'émigration. Quand on est en France, il y a des sites web, vous avez Généanet, moi j'adore Généanet.
Ça, c'est un site qui est super, qui vous permet de faire des recherches. Il y a déjà des arbres qui sont mis à disposition. Il y a pas mal d'informations scannées. Il y en a d'autres, il y a Philae, il y a, vous en avez d'autres, vous avez MyHeritage. Ça, vous recherchez recherche généalogique sur Google, vous allez trouver les sites. Moi, j'utilise Généanet. Je trouve qu'il est vraiment chouette. Je vous écris peut-être dans le chat comme ça, si vous avez un doute. Hop, Généanet. Voilà. J'avais pas vu la question. Pour les familles recomposées, c'est moins évident de faire un arbre ou de parents inconnus? Alors, ça me permet d'en profiter là-dessus. Un parent d'adoption, c'est tout autant finalement transmissible qu'un parent biologique. Donc en fait, quand on a été adopté ou quand on a eu un beau-père à la place d'un père, on peut aller travailler l'arbre du coup du beau-père, et en fait, on va retrouver les mêmes traumas et ça, c'est des analyses qui ont été faites. On retrouve les mêmes traumas dans les familles d'adoption que dans les familles biologiques. Donc, au final, on va le libérer d'une certaine manière et ça va se libérer de toute façon dans ce qu'on a récupéré. Ce qu'il faut se rappeler de ça, c'est qu'en fait, tout ça, ça s'engramme dans l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est un mouvement permanent. Donc, à un moment donné, si on est élevé par une personne, comme on est en mouvement permanent avec l'épigénétique, on absorbe à ce moment-là des codes et ça reste cohérent. En fait, on absorbe des situations, des codes qui peuvent se retransmettre parce qu'en fait, on est juste en lien avec cette lignée à ce moment-là. Pour rechercher les dates, alors il y a des petits repères. Généanet, c'est un site web. Ensuite, quand on veut s'intéresser un petit peu aux dates de naissance, et cetera, des familles, vous avez la possibilité assez facilement aujourd'hui, toujours pareil, hein, quand c'est en France, de demander l'acte de naissance avec filiation complète, copie intégrale. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Si vous connaissez au moins, je vais donner quelque chose de rapide, hein, au moins la date de naissance et le lieu de naissance de votre maman, et bien vous demandez à la commune de naissance son acte avec filiation complète, copie intégrale, et là, vous allez avoir ses parents à elle, date de naissance et lieu de naissance. Et vous pouvez remonter comme ça de génération en génération. Pour les familles qui sont nées il y a moins de 100 ans, c'est accessible aujourd'hui très facilement. On fait la démarche en ligne. Vous avez même un peu.gouv maintenant qui a ouvert un service pour ça et vous recevez le courrier à la maison. Quand c'est au-delà de 100 ans, ça devient un petit peu plus fastidieux. Parfois, il faut aller éplucher l'étape décennale, etc. C'est pas toujours évident. Quand il y a de l'immigration, c'est pas évident non plus, mais vous pouvez aussi avoir cette démarche. Et à nouveau, pour les questions un petit peu plus particulières, n'hésitez pas, vous pouvez me recontacter en direct, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, déjà juste comme ça, vous pouvez remonter un petit peu, au moins, normalement, sur 4 générations. Voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se joue. Ce qui veut dire que du coup, après, vous pouvez analyser un petit peu dans les informations que vous avez récupérées entre papa, maman, la grand-mère, le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, ça fait déjà un paquet de monde. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qui peut se répéter. Est-ce qu'il y a des prénoms qui se répètent dont vous-même vous avez hérité? Ça, vous allez voir. Ça va vous donner une petite information de l'ancêtre peut-être qui a quelque chose à raconter qui n'a pas été entendu et qui vous transmet quelque chose. Vous pouvez voir si vous avez des dates de naissance ou des dates de mort similaires à quelque chose près. Donc le similaire à quelque chose près, j'en profite, parce que là, il y a plusieurs théories. Quand vous retrouvez dans votre arbre, si admettons, là on est le 4 avril, admettons vous trouvez quelqu'un qui est né le 4 avril, ou le 2 ou le 6, on va dire à 48 heures près, vous cherchez pas à comprendre. Vous allez déjà vous concentrer sur cet ancêtre-là. Parce que là, c'est vraiment des choses beaucoup plus précises encore que le, 1 génération, 4e génération. C'est là où je vous dis, on associe les outils. En général, ça tombe, ça concomite, hein. Mais voilà, il y a quand même, 20 des cas où, bah, là, ça matche pas. On va regarder cette date de naissance et pourquoi pas la date du décès. La date du décès, vous allez voir si finalement, bah, moi, je suis née un 4 avril et qu'en fait, je vois que l'arrière-grand-mère, elle est morte un 4 avril, on va voir. On va voir ce qui se passe, on va voir, ce qu'elle peut nous avoir raconté, à quel âge elle est morte et cetera. On va aller voir un petit peu son relais et pour vous rappeler un peu comment on peut jongler, bah, à ce moment-là, moi qui suis une première, l'arrière-grand-mère qui est ma 4e génération, je vais voir si peut-être à la 7e génération, je retrouve aussi cette date. C'est là où on peut avoir la curiosité de remonter encore un petit peu dans les liens. Bien sûr, moi, je suis thérapeute. S'il y en a une de vous qui a envie d'être accompagnée, je peux, bien entendu accompagner, pour aller faire cette il n'y a pas de souci. C'est mon travail aussi de faire quelques recherches.
Et puis, je vais vous donner des petites dates quand vous faites votre arbre à aller repérer. Alors, allez repérer votre date de naissance à 48 heures près. 48 heures avant, 48 heures après. Allez repérer du coup votre date de conception. Là, on va un peu étaler, parce qu'on est, jamais né, 9 mois jour pour jour en fait, hein. Donc la date de conception, c'est tu on va plutôt estimer 2 semaines de marge, un peu avant, un peu après. Donc comment on peut le calculer? Là, je suis née en avril. Si je suis enfin alors c'est pas vrai, hein, moi je suis pas née en avril, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Si je suis née en avril, à terme, on peut estimer du coup que je suis conçue, 9 mois avant, donc mai, juin, juillet, je suis conçue en juillet de l'année d'avant. Et à ce moment-là, on peut se dire, si je suis née un 4 avril, bon, bah, on va regarder entre fin juin et mi-juillet. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un, qui a ces dates-là, entre sa date de naissance et sa date de mort? Et déjà, en général, on retrouve pas mal de petites choses. Je vais vous partager un exemple qui est le mien. Donc vous l'avez compris, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça et pendant pas mal d'années, j'ai eu besoin d'aller travailler la lignée maternelle. Comme on l'a dit tout à l'heure, oui, il y a toujours autre chose. On l'a dit tout à l'heure, oui, il y a toujours autre chose. Effectivement, c'est une vérité. Donc, bah, de la même manière, ça fait longtemps que je me dis: «Tiens, que j'aille travailler dans la lignée paternelle» et je vais vous donner des chiffres pour que ça vous parle. Vous retiendrez peut-être pas tous, pas grave, mais d'ailleurs, je l'ai écrit dans l'académie l'exemple parce qu'il est vraiment super. Donc il y a peu de temps, je me dis: «Bon, il faut vraiment que je travaille cette lignée paternelle. Allez, ça fait plusieurs fois que c'est dans ma tête, je m'écoute, je le fais. Je vais poser mon arbre». Facile pour moi du côté paternel, famille en France. Donc je retrouve toutes les dates, j'ai toutes les infos à dispo. D'ailleurs, dans Généanet, il y a plein de gens qui ont déjà fait les arbres de cette famille, donc c'est assez facile. Côté de ma mère, pour répondre à une des questions avec les migrations, je reviens dessus après, impossible. C'est une migration, je ne peux pas utiliser ça, c'est pas possible. On a perdu les traces, les pays, on n'est même pas sûr d'ailleurs des changements de pays qui ne sont plus exactement les mêmes aujourd'hui. Avec les guerres, ils se sont répertoriés les territoires. Enfin bref, c'est pas possible. Mais du côté de mon père, j'ai réussi à trouver parce que je me disais quand même, mon fils est un deuxième, celui qui a sa maladie génétique, pour lequel j'ai déjà travaillé dans la ligne paternelle de mon fils pour sa maladie génétique. Mais voilà, mon fils quand même, dans son trait de caractère, il ressemble beaucoup à mon père. Mon père est né un 15 mai. Mon fils est né le 1er mai, mais il était prévu le 25 mai. Donc déjà, on se dit: «Intéressant» parce qu'à quelque chose près, mon père est un deuxième, mon fils est un deuxième, ils sont nés tous les 2 début mai. Bon, déjà, je sais qu'il y a un petit truc à aller voir. Hem, j'ai en plus une cousine qui a aussi eu son fils à la même période que mon fils et c'est exactement la même lignée. Mon père est né un 15 mai, sa sœur est née un 16 mai. Donc on se dit: «Pourquoi?» Pourquoi les parents font un enfant inconsciemment? Ils ne le font pas exprès, mais qui va naître à la même date. C'est que là, on a besoin de réparer quelque chose. Dites-vous ça. Quand il y a des dates qui se répètent, c'est qu'on a besoin de réparer quelque chose. Coup du sort, mon grand-père, le père de mon père et de sa sœur, il est mort un 13 mai. Alors, mon père très adulte, hein, moi j'ai connu mon grand-père, mais quand même, on se dit: «Punaise, la date, elle se répète». C'est fou. Le 13 mai, le 15 mai, le 16 mai, mon fils le 1er mai, bon. Et je suis remontée comme ça. Je suis remontée dans l'arbre, du coup, en me disant: «Je vais regarder», donc moi, mon nom de famille, c'est Gauthier, je vais regarder tous les Gauthier. Et effectivement, j'ai trouvé ma petite pépite. J'ai trouvé un arrière-arrière-arrière-grand-père qui a été veuf 2 fois. La première fois, il est veuf, du coup, avec, cette femme, il a un enfant. Cet enfant, c'est mon ancêtre. Cet enfant, il perd sa maman, il a 5 ans. Il se remarie tout de suite. Il se remarie tout de suite. Ils ont un autre enfant. Mais elle meurt. Elle meurt, je crois le lendemain ou la semaine d'après l'accouchement, elle meurt. Donc en fait, cet homme de ma génération, je crois que c'est la sixième ou septième, je crois que c'est la septième. Cet homme, il est veuf 2 fois avec des enfants en bas âge. Donc déjà, on peut imaginer et faites confiance à votre imaginaire. Votre imaginaire, il sait tout. Votre imaginaire, il sait tout, peu importe le détail, mais ce qu'on en ressent, c'est ça qui est important.
Donc peut-être que, si j'interrogeais Frédéric, peut-être Frédéric, dirait, «Oh là là, mais quel drame, pauvre homme». Peut-être que Corinne dirait, «Oh bah, c'est sûr qu'il a abandonné ses enfants». Peut-être que Marion dirait, «Ah bah, ouais super, il va encore essayer de se retrouver une autre femme». En fait, vous voyez tout ça, juste des petits exemples tout bêtes, ça nous montre déjà l'histoire qu'on porte, la manière dont on peut imaginer quelque chose. OK? Et au final, j'ai creusé et cette deuxième femme qui est morte très, très jeune, et ben, c'est incroyable parce qu'elle elle était née le 15 mai, la fameuse date de naissance de mon père et de sa sœur et la date de mort de mon grand-père. Elle était née un 15 mai. Cette femme, c'est pas mon ancêtre à moi, hein, mais par contre, elle impacte la vie de mon ancêtre et de son fils qui est mon ancêtre. Et en plus, petite subtilité que je vous apporte tout de suite, c'est la date du gisant. La date du gisant, c'est quoi? C'est quand, peut-être on porte un deuil qui n'est pas fait. Et pour calculer ça, on prend sa date de naissance, le plus facile, date de naissance moins 3 mois. Mon fils qui est né en mai et mon père, leur date de gisant, c'est en février. Ça veut dire que dans la famille, quelque part, il y a quelqu'un qui est mort en février. Des fois, ça vaut le coup d'aller chercher, des fois non. Ça dépend un petit peu de pourquoi. Quand on se sent pas à sa place, quand on se sent en colère, toutes ces émotions de dire en fait, je suis pas qui je suis, il faut aller voir le gisant. Quel est le deuil qu'on n'a pas fait? Et cette femme-là, cette fameuse femme qui est morte en couche, cette deuxième femme, son gisant, c'est-à-dire enfin, pardon, son gisant, je m'exprime mal, sa mort, c'est en février, c'est le 12 février. Donc effectivement, c'est la date de gisant de mon fils et de mon père. Je vous fais un petit lien encore parce que je trouve hyper intéressant quand on commence à jouer avec les dates. Moi, je suis conçue en février. Mon père me conçoit en février et mon premier fils, il est né en février. Donc il y a vraiment ce deuil-là qui n'avait pas été fait et on remet en permanence de la vie à ce moment-là dans l'histoire familiale pour aller compenser ça. En plus, ce fameux ancêtre qui perd sa femme et ben, je retrouve juste au-dessus encore que, il y a eu un petit frère qui est mort à 6 ans le 6 mai. Donc en plus, on voit qu'il y avait aussi une origine avec un petit garçon qui était mort. Donc on va travailler dans ces cas-là sur les 2 morts. Donc là, bah, typiquement, moi, ce que je propose, c'est un acte symbolique. On allume une bougie blanche, on fait comme un hommage, comme un petit rituel, tout simplement, comme si on pouvait faire une petite cérémonie d'hommage, d'amour qu'on envoie à ses ancêtres, d'empathie, de compassion par rapport à ce que ça a pu générer, de ce qu'on peut en imaginer et on joue avec les chiffres et ensuite on arrête ça et on coupe ça. Ça, c'est la méthode, je dirais, symbolique simplifiée et des fois ça suffit, des fois ça suffit pas. Ça, c'est le temps aussi après qui est notre allié pour se dire: «Ouais, mais bon, du coup, j'ai libéré, mais je me sens pas encore top». C'est qu'il y a encore autre chose à aller voir et c'est là où, bien sûr, on est chargé de plein de mémoire. Mais en tout cas, déjà, en identifiant ces petits jeux de dates, vous allez voir qu'il peut se passer pas mal de choses. Alors, pour répondre encore à la question de l'émigration, puis ensuite, je me mets à votre dispo pour écouter vos questions. Pour répondre à l'émigration, c'est vrai que c'est assez difficile. Alors, il y a des sites qui nous permettent quand même de trouver des choses. Typiquement, il y a les Mormons qui ont scanné beaucoup, beaucoup, d'archives. Donc il y a le site, j'ai un trou. Je vois le logo, mais j'ai un trou. C'est pas MyHeritage, c'est l'autre. Family Search. C'est Family Search, je vais juste l'écrire là. Donc là, on retrouve en général pas mal d'infos. Moi, je l'utilisais beaucoup au départ, quand je faisais des recherches avec mes consultants. Maintenant, j'utilise que Généanet. Hem, En fonction des pays, soit on peut appeler la commune et aller voir un petit peu les infos, soit appeler les cimetières ou les églises. Les églises et les cimetières, c'est eux qui gardent aussi beaucoup, beaucoup de registres, notamment Espagne, Portugal, Italie. Les offices d'état civil, ça ne passait que par, les actes d'église jusqu'à la moitié du 21e siècle, en fait. Donc on peut passer, ouais, c'est ça. On peut passer ouais, on va dire jusqu'aux années 50. Jusqu'aux années 1950 plutôt, c'est surtout, les registres d'église et un petit peu encore après quand même pour certains pays, mais voilà, ça vaut le coup juste de téléphoner, de regarder un petit peu, pour avoir les infos et après ça peut arriver qu'on n'ait pas les dates, hein. Ça peut arriver, ça nous empêche pas. Moi, c'est là où j'utilise à ce moment-là l'inconscient, la PNL et cetera et en faisant des séances individuelles, on arrive à retrouver les informations, qu'on ressent et qu'on porte.
J'ai pas le temps de vous proposer un petit exercice, mais dans l'académie, il y a des lives à dispo pour, expérimenter. Et si ça vous intéresse, on pourra refaire, ensemble, pourquoi pas, une expérience après. Ça, c'est quelque chose que je peux prévoir à nouveau. Mais voilà, je me mets à votre dispo, voir un petit peu les questions que vous pouvez avoir ou au contraire, juste des envies de partage peut-être que ça peut susciter pour vous pendant cet échange. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Moi, je veux bien juste du coup sur les dates, d'aller chercher les dates de naissance, dates de mort, et cetera, parce que c'est quelque chose qu'on a relevé. J'ai 2 enfants. Ma fille, la deuxième, est née exactement le même jour que sa grand-mère, donc ma mère. Donc il y a un truc, voilà, Ouais. et ça va être intéressant d'aller creuser et d'aller chercher, Ouais, tout à fait. pourquoi Tout quelle à est la fait. date? Donc, pour répondre Marion, merci pour, cette intervention. Donc déjà, on peut se dire: «OK, bah, qu'est-ce qu'on connaît de la personne?» Alors toi, c'est ta maman du coup, donc, on peut se dire: «OK, qu'est-ce que je sais d'elle? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qui a été difficile pour elle?» Et déjà un petit peu repérer s'il y a des choses qui semblent, un petit peu s'associer. On va pas faire de fatalité. C'est-à-dire que, c'est pas parce qu'elle a la même date qu'elle va avoir exactement la même vie. Ça déjà non, par contre. Mais effectivement, on peut se dire, pourquoi pas, en tant que maman que tu es, bah, tiens, les choses que je sens peut-être un peu lourdes chez ma mère, je vais les libérer, moi, pour ma fille. Mmh, Ça, c'est possible. Tant que l'enfant est adolescent pas encore adolescent, pardon, on arrive à le faire directement sur nous, l'adulte, nous, le parent. OK. Et du coup, il y a une espèce de mission. Alors, le détail intéressant, c'est quand la date de naissance est la même, le message inconscient qu'on investigue, c'est: on a des choses à faire et on a à peu près les mêmes choses à régler. Donc ça, c'est quand on a la même date de naissance qu'un ancêtre. Quand on a la date de naissance en corrélation avec la date de mort d'un ancêtre, là, c'est plutôt un code de se dire: «L'ancêtre là me missionne de tout ce qu'il a raté et qui veut que je recommence à sa place, tout ce qui est inachevé pour lui». OK. Et au niveau du lien à la grand-mère, du coup, j'en ai pas parlé non plus, donc c'est l'occasion. On dit que, effectivement, par défaut, on est toujours rattaché à notre grand-mère maternelle parce que, l'ovule que l'on est au départ, il est déjà dans le ventre de notre grand-mère. C'est-à-dire qu'en fait, chaque petite fille, elle naît avec sa réserve ovarienne. Donc tous les ovules qu'elle va utiliser ensuite, au moment de la gestation, ils sont déjà dans le ventre de la mère. Donc, au final, tu vois, dans ton cas, Marion, toi, au départ, tu es, un ovule de ta maman et ta maman, elle garde cet ovule quand elle est dans le ventre de sa mère. Donc en fait, ce que tu vis directement toi avec ta grand-mère, il peut y avoir un lien. C'est pas une Mmh. obligation, mais il peut y avoir un lien, il y a quelque chose qui se marque. De la même manière, ta mère, quand elle est enceinte de toi, tu as déjà l'ovule qui devient ta fille plus tard. Donc Mmh. ta fille et ta mère, effectivement, elles ont un lien. Mmh Donc là, mh. quand il y a une date qui le confirme, c'est intéressant effectivement d'aller creuser, ouais, OK, merci. avec plaisir. Moi, durée de la grossesse. Alors, j'ai pas entendu Parce le début, de la question, j'ai Françoise, dit ça a bugué. j'ai dit, j'ai une question sur la durée de la grossesse. Médicalement, une grossesse dure entre 38 et 40 semaines et tout le monde dit: «Ouais, on a une grossesse de 9 mois». C'est pas très juste, ça correspond pas. C'est Alors, vrai. toi, dans ton cas, comment tu calcules ça? C'est là où en plus c'est intéressant parce que selon les Mmh, cultures, selon, les pays, nous, Françoise, on est à côté de la Suisse. Déjà entre la Suisse et la France, ouais. ils sont pas d'accord. C'est pas les mêmes Bah, il y a sujets. 15 jours d'écart parce que la Ouais, Suisse, ils comptent à partir des dernières règles et la France compte à partir de l'ovulation. Donc ça oui, fait 2 semaines. Mais je veux dire, ça fait plus de 9 mois ouais, en complètement. calcul. Et en plus, pour compléter même, cette question, est-ce que je suis vraiment tombée enceinte, à ce moment-là ou pas? Mmh. Ça, j'ai envie de dire que d'une femme à l'autre, on n'est jamais sûr de rien, hein. Donc c'est Mmh là mh. où en fait, moi j'aime bien associer tous les outils. Vérifier, par exemple, dans le cas que j'ai partagé, mon fils, si je calcule son gisant, c'est par rapport à sa date de naissance moins 3 mois, mais en même temps, il y a d'autres informations qui me confirment que cette ancêtre-là qui est morte à cette date-là, elle a l'air de nous intéresser. Je confirme pour être sûr qu'on se soit à peu près juste, parce que je suis d'accord, il y a une Mmh histoire de temporalité de 2 à 3 semaines près, on n'est pas dans la certitude. mh. Mmh. OK. Merci. Sylvie?
Alors moi, j'ai pas récupéré encore toutes les dates de naissance et de mort, mais la première correspondance que je vois, c'est entre, dans la lignée de mon père par rapport à la lignée de ma mère. Donc ma mère a une date de naissance qui est exactement, la même que la date de naissance de mon arrière-grand-mère, mais paternelle. Donc là, merci Sylvie, c'est une super question. C'est ce qu'on appelle les effets miroirs. C'est qu'en Mmh. fait, on n'est pas dans une famille pour rien. C'est que ma mère et mon père, quand ils se rencontrent et qu'ils font un enfant, ils ont un truc à régler en commun. Donc là, a priori, ton père, il a quelque chose à régler qui vient de ton arrière-grand-mère et du coup, il se trouve pas cette femme-là pour rien et toi, tu viens prendre le cumul de tout ça. Donc à ce moment-là, ça vaut le coup d'aller voir ces dates-là dans les 2 lignées. Mais moi, j'aime bien se dire que déjà, on va regarder la première ancêtre là qui nous tape à l'œil, c'est l'arrière-grand-mère. Voilà. Et après, on peut retrouver effectivement quelque chose de similaire dans l'autre lignée, mais parfois, c'est pas nécessaire. Parfois, c'est pas nécessaire parce que justement, le miroir, il fait que ça se coupe. Là, on peut avoir l'image de la toile d'araignée. Quand on imagine une toile d'araignée, si on coupe qu'une moitié, bah, c'est pas foufou le résultat parce qu'en fait, ça va encore coller, ça va encore se consolider, ça va encore voler, et cetera. Si on remonte à l'origine, on coupe tout, tout le reste, ça tombe. Donc c'est ça l'image intéressante en fait, hein, de se dire: «Bon, bah, tout le reste, ça tombe» et puis après, parfois, on peut pas tout couper tout de suite parce qu'on n'arrive pas à tout voir tout le temps. De la même manière, on porte pas tout et de la même manière, on cherche pas tous les détails partout parce que de toute façon, plus on cherche, plus on va trouver. Mais est-ce que c'est important? Pas toujours. On part d'un point de départ. Qu'est-ce que je sens moi? Quel est le problème pour moi? Et là, on va chercher. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir? Corinne? On va toujours chercher à rétablir une difficulté qu'on Ouais. rencontre personnellement ou notre enfant. En fait, c'est Oui. essentiellement le travail de la transgénérationnel. Oui, c'est ça. C'est vraiment de se dire, on va pas chercher la petite bête, pour le plaisir. Alors bien sûr, on peut faire un arbre et cetera. Ça, c'est pas interdit, au contraire. Mais en général, on peut identifier: «Mais qu'est-ce qui s'est répété chez moi?» D'accord, Après les moi, ça m'est répétitions. tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé par contre d'avoir des personnes qui viennent me voir en séance par curiosité aussi, de se dire: «Bon, je ressens pas de mal-être particulier, mais j'ai envie de voir un petit peu». Parce que souvent, c'est pas évident de sentir quel est le problème. Et après, on Mmh, va analyser. Il y a d'autres choses, par mmh. exemple, le prénom, qu'est-ce que ça signifie? Donc les dates de naissance, le gisant, le contexte familial, le premier métier que je fais, qu'est-ce qui s'est répété dans ma vie? Et là, en général, on arrive déjà à voir aussi qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qui a besoin d'être identifié? D'accord. Merci. Avec Merci. plaisir. Parfait. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ouais, moi je veux Oui? bien. Attends, hop. Hem, tu viens de parler d'effet miroir entre 2 familles et quand un homme et une femme se rencontrent, voilà, il peut y avoir au niveau des dates, des choses qui se jouent. Moi, il se trouve que mon conjoint et moi, on est nés strictement la même année à 4 jours d'intervalle. Donc Donc là, il y a des grandes chances que vous ayez quelque chose de commun tous les 2, tu vois? De la même manière, ça peut signifier, qu'effectivement tous les 2 vous avez un besoin, vous êtes ensemble parce que ça va justement vous aider à aller transcender, on dit transcender dans ce langage-là, une mémoire qui est la même chez lui aussi. On s'entoure en général, de personnes qui vibrent avec nous, hein. Typiquement, moi, dans mon cas, mon gisant, c'est assez intéressant ça aussi, hein. Chez moi, le gisant, il est, fin août. Mon ex-conjoint, il est né le 4 septembre, donc je vous dis, entre 2 semaines près, on est dans le gisant. Donc mon ex-conjoint, il était dans la date que moi, du coup, résonne avec mon gisant. Mon 2e fils, je l'ai conçu en août. Je l'ai conçu à ce moment-là. Ma mère, elle est morte en août, mais bien sûr beaucoup plus tard. Mais cette date, elle résonne. Et mon conjoint actuel, il est né pile à la date de mon gisant, donc vraiment pile à la deuxième quinzaine d'août. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui résonne. On est en train de inconsciemment s'entourer en fait, je dirais d'énergie, de charge émotionnelle qui résonne avec ce qu'on a besoin de régler. Une fois que c'est réglé, bah ça veut pas dire que ça va rompre un lien. Au contraire, c'est qu'en fait on est en conscience. Donc ça c'est différent. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, on est ensemble dans la conscience, dans la volonté et pas juste dans un besoin inconscient d'aller, bah, justement se renvoyer quelque chose.
Parfait. Oui, s'il Encore vous une plaît. question. Ça veut pas. Ah. Pardon. Qu'est-ce que tu Non, penses qui est allez-y. Qu'est-ce que tu penses qui est à régler? Alors, du coup, chez toi, quand on rencontre des personnes avec des dates similaires, ou comme tu viens de donner ton exemple, qu'est-ce qui est à régler? Est-ce que c'est une position, une relation? Euh, c'est difficile de trouver Ouais, le pourquoi ces liens de date ouais, je suis entre d'accord. chacun. En fait, dans mon exemple, tu vois, ça pourrait être, intéressant de me dire: «Tiens, donc ma mère est décédée en août, moi je conçois mon fils en août, je m'entoure de gens en août, moi j'ai une date de gisant en août», donc ça c'est moi, donc dans la lignée maternelle, il y a un deuil qui n'est pas fait et là je peux me dire: «Je vais aller le chercher, c'est qui est mort en août pour éviter que moi je répète encore cette date». Mhm. Dans cet exemple-là du gisant. Ça pourrait être le cas où, bah, je vais voir un thérapeute en lui disant: «Bah, je trouve pas ma place, je me sens pas bien». Donc on va aller chercher ça aussi, de cette manière-là. Et sinon, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être le cas où, finalement, je me dis juste, bah, je sais pas, je sais que ça m'intéresse, mais je sais pas pourquoi. Bon, bah, on va les poser déjà, on va les poser, on va aller voir ce qui se joue et en fait, c'est dans l'échange qu'il y a du ressenti et c'est là où, en fait, on est guidé pour dire: «OK, ça résonne pour toi et ça, on peut le libérer» parce que ça évite après que la vie te le renvoie en permanence. Tant qu'une situation, il y a une phrase qui est super, tant qu'une situation, non c'est ça, pardon. Tant que l'inconscient n'est pas conscient, l'histoire se répète et tu appelleras ça le destin. Mhm. Le but, c'est d'aller voir un peu quand on commence à identifier qu'il y a des choses qui se répètent là, que c'est pas OK. Mais tout dépend aussi du parcours de chacun. Parfois, il y a une vraie problématique de dire: «Non mais là, par exemple, ça peut être, quelque chose de très léger comme, j'ai besoin de changer de travail, j'y arrive pas». Sans se dire: «J'ai une grosse maladie, et puis du coup, c'est très grave». Tu vois? Ça peut être des demi-choses D'accord. et on va identifier d'où ça vient ce blocage. D'accord, très bien. C'est plus clair. Merci. Super, avec plaisir Corinne. Oui, s'il vous plaît. Ah, Oui. j'ai une symbolique avec le 13 Ouais, qui ressort beaucoup dans ma famille, quoi. Ma grand-mère a eu 13 enfants. Le plus jeune de mes oncles et moi, on a 13 ans d'écart et j'ai aussi 13 ans d'écart avec mon frère. super. Alors ça, c'est hyper intéressant. La première chose que j'irai regarder comme ça, c'est s'il y a quelqu'un qui est mort à un 13, le jour du 13 quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, en 1913. C'est là où on a des petits repères avec l'inconscient. Et ça peut être aussi à 13 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit un trauma à 13 ans? Ça, c'est moins évident d'aller le trouver. Je donne un exemple, un peu horrible, hein, mais imaginons qu'il y ait une jeune fille dans une lignée quelque part qui soit violée à 13 ans, c'est pas écrit ça, hein. Donc en fait, pour aller le chercher, là, il faut utiliser plusieurs outils pour aller l'identifier. Mais juste déjà en regardant s'il y a quelqu'un, par exemple, qui perd un de ses parents à 13 ans, qui du coup, se voit orphelin à 13 ans et cetera. Ça, c'est des dates qu'on peut retrouver. Mhm. Voilà, OK. Et là, on va chercher, je vais chercher plus dans la lignée maternelle, du coup, vu que c'est le côté de ma mère. Exactement, déjà là, ouais. Voilà, OK. Après, j'ai des exercices qui sont super, hein, Sylvie, Frédéric, vous avez déjà fait avec moi, et Françoise aussi tout récemment. Des exercices qui sont super où en fonction d'une problématique, on fait un exercice sur une feuille et puis, je vous donne pas plus d'infos parce que sinon ça va vous induire, mais en fait, on arrive à savoir, un petit peu cibler où est-ce qu'on doit aller chercher. Donc ça, c'est quand on dialogue avec l'inconscient et qu'on a des petits outils de plus. Le but, c'était pour moi aussi de vous apporter des moyens de recherche déjà en autonomie aujourd'hui, mais bien sûr, après, il y a encore d'autres choses pour aller récupérer les infos. Je vois une autre question. Ma fille est née à la date du mariage de ma mère et de mon père. Ma mère et mon père sont nés en 27, je suis née en 67 et ma fille en 97, ouais. Alors, pour nous, quand on regarde les dates, pour moi, ce qui est plus important, c'est jour et mois. Dans les années, ce qui va être intéressant, c'est plutôt les cycles de 100 ans. Par exemple, si, moi je suis née, voilà, par exemple, on voit ta fille en 1997. Si on voit un ancêtre qui est né en 1897, on va regarder un petit peu si ça a l'air, effectivement de cumuler avec d'autres informations. Mais du coup, oui, là, on va toujours se dire à nouveau la même chose, c'est que si on a une date qui se répète, c'est que possiblement, on a besoin de remettre de la vie dans un événement. Il y a un événement qui pose problème. Quelque chose qui est joyeux, qui est heureux, ça se répète pas, ça se répète pas. C'est quand c'est cristallisé, quand il y a un choc à un moment donné que là, l'inconscient va répéter. Tant qu'on n'a pas compris.
et tant qu'on n'a pas entendu l'histoire. C'est vraiment tout l'intérêt du transgénérationnel. Donc, typiquement, ma mère et mon père sont nés, en 27, la même date de mariage de ma mère et de mon père, c'est la date de naissance de ma fille. Là, on pourrait imaginer que peut-être le mariage de mes parents, il y a quelque chose à aller chercher. Est-ce que c'est un mariage qui a été bien vécu par tout le monde, par les familles, ou est-ce que c'est un mariage arrangé, ou est-ce que c'est un mariage parce qu'il y a une grossesse, et cetera, et cetera. Et comme c'est tout récent, on va voir si cette date, elle commence déjà ailleurs. Ce qui est très fréquent dans nos lignées à ce moment-là, c'est les grossesses hors mariage, l'enfant illégitime. Ce qui est hyper fréquent, c'est les filles mères, c'est tout ça. Enfin, ça, c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve facilement et qui laisse des grandes places de trauma dans les familles. Bien, 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 bon. Si c'est bon pour tout le monde, je vous propose qu'on arrête le live, ici et puis je vais le mettre à dispo en enregistrement. Je vais vous envoyer, comment retrouver l'enregistrement. J'enverrai un mail à tout le monde et puis je me tiens, voilà, disponible. Si quelqu'un a besoin d'aller, rediscuter sur un petit sujet, on peut se faire une petite entrevue de 15 minutes, il y a pas de souci. Ou venez dans l'académie pour les lives dans lesquels vous pouvez aussi me contacter et puis on peut rester en échange pour quelques petits sujets, comme ça. Je vous souhaite, à tous une belle fin de semaine. Je vous remercie pour votre présence et puis on se dit, alors à une prochaine. Merci Estelle. Merci Oui, beaucoup. merci énormément, Estelle. Avec Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.